Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui nous allons faire un test de consommation d'essence avec le Grand Cherokee 2026 avec le tout nouveau moteur 2 litres turbo Hurricane 4 qui est un tout nouveau moteur qui nous arrive en Amérique du Nord de la part de Stellantis. Nouveau cycle de combustion, nouvelle façon d'allumer le carburant, une nouvelle technologie du côté du turbo qui est une première chez Stellantis. Il y a bien des choses, on annonce 10 % plus efficace que le moteur qui le remplace. Donc, ça va être très intéressant. On va se lancer maintenant. Établissons maintenant les paramètres de notre test d'aujourd'hui. Donc, en réalité, le test est déjà fait. Là, on est dans le futur. On est dans le test a déjà été fait dans le passé. Je connais déjà les résultats, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, les paramètres de notre test aujourd'hui, nous allons quitter l'arrondissement LaSalle où on s'y trouve, là, de la station-service Shell qu'on fait toujours nos départs là, de test avec des véhicules qui utilisent du carburant. Ensuite, on va se diriger vers la frontière américaine via l'autoroute 35, mais pour la première partie du trajet, là, pour se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu, on va utiliser un mix de boulevard et de route nationale. Pourquoi on fait ça? En réalité, c'est pour simuler consommation combinée. On va faire de l'autoroute et un peu de ville au travers. Et lorsque nous allons atteindre la frontière américaine, ça va être un retour complet via l'autoroute 35, 10 et l'autoroute 20 pour retourner à Montréal. On va aller se stationner à la même pompe à essence et on va ravitailler le véhicule de la même façon pour avoir un réservoir calibré et on va avoir notre résultat. La vitesse de croisière sur l'autoroute sera de 110 km/h et on va respecter les limites de vitesse sur les autres types de routes. Donc, on va se revoir à la station-service. Nous avons commencé notre trajet dans le Grand Cherokee avec le moteur Hurricane 4. Ça va être un peu différent de ce qu'on fait habituellement. En fait, le trajet va être similaire, bien évidemment, là, avec ce qu'on a fait avec les XC90, que ça mûrit un peu dans mon esprit. Je crois que cet itinéraire va devenir l'itinéraire qu'on va utiliser pour tester les véhicules thermiques, pourquoi pas. Je m'engage sur la 138, direction de la Rive-Sud, le pont Mercier. Et on va regarder. Là, pour l'instant, depuis que j'ai quitté la station-service Shell à LaSalle, 12,9 litres au 100 en moyenne. On est en ville. C'est pas la panacée parce que si on regarde le papier de NRCan, c'est 11,5 en ville. Mais la chaussée est mouillée. La pluie devrait se résorber là, dans la prochaine heure. On verra bien. Puis dans le fond, notre prochain arrêt, là, ça va être à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va faire le tour du propriétaire. On va aller un petit peu plus dans les détails, mais on amorce notre trajet un peu plus combiné. Et après Saint-Jean-sur-Richelieu, ça sera le trajet un peu plus autoroute. Faisons maintenant le tour du propriétaire du Grand Cherokee 2026. Écoutez, moi, je ne suis pas un professionnel des Jeeps. J'ai pas beaucoup d'expérience avec cette marque-là parce que c'est pas la marque avec le plus de véhicules électrifiés. D'ailleurs, les modèles 2026, la plupart des modèles 4XE ne sont plus disponibles. Je suppose que Stellantis prépare autre chose, qui ne sera pas électrique malheureusement, mais voilà. On est dans la version là, empattement court parce que le Grand Cherokee sur cette génération, là, depuis 2021, offre une version empattement allongée, là, 15 cm plus longue, qui offre la possibilité d'avoir une troisième rangée à l'arrière. Intéressant, mais c'est un véhicule monocoque, suspension indépendante, définitivement un VUS qui se veut luxueux, mais en même temps, c'est vrai qu'il a des capacités en route assez performantes et impressionnantes. Ça fait partie de la marque de commerce de Jeep. Puis je vous dirais que le look de cette génération WL, j'ai rien à dire, là, très, très, très on-brand, comme on dit. Le Grand Cherokee qui est quand même un véhicule qui a commencé en 1993. Puis c'est encore aujourd'hui extrêmement populaire. Fait qu'on va prendre la petite clé puis on va aller voir un petit peu partout. Haillons à l'arrière avec le Grand Cherokee. Beaucoup d'espace, honnêtement, j'ai rien à dire. Très spacieux, logeable. Vous pouvez rabaisser l'haillon ici et sous le sous-plancher. Un pneu de secours plein diamètre, mais ce n'est pas, c'est pas la même roue de 20 pouces qu'on a, mais c'est quand même bien, mais c'est très, très logeable à l'arrière.
Pour ce qui est de l'espace pour les jambes à l'arrière, je suis un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup plus d'espace pour les passagers à l'arrière. Bon, écoutez, c'est peut-être une limitation de la plateforme. Par contre, j'ai rien à dire que lorsque vous rabaissez la deuxième rangée, vous avez un plancher plat qui vous donne accès là, à l'espace cargo. Donc là, très bien. Puis on peut probablement dormir là, aussi à la belle étoile avec, à l'intérieur, quand même une belle planche de bord puis une belle finition avec le Grand Cherokee. Puis on reprend des éléments très Chrysler, très Stellantis. Levier de vitesse rotatif. Mais juste le look ici aussi, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux le démarrer? Juste une fois comme ça. Hein, ce que j'allais dire, ça allait être très important de ne pas perdre l'audio avec vous. J'espère que ça a sauvegardé ma vidéo juste avant. Dans tous les cas, voici la planche de bord. Ça fonctionne très bien le Uconnect. C'est très rapide, j'ai rien à dire. Vous l'avez vu dans la Fiat 500e. C'est pas le logiciel le plus évolué, mais il fonctionne très bien. La navigation native, bon, évidemment, au moment où je vous le montre, elle a un petit... Non, mais regardez, elle fonctionne très bien. Puis même, elle vous montre l'autonomie, même si c'est un véhicule thermique, là. Elle vous montre un isochrone un peu, là, où est-ce que vous pouvez vous rendre. C'est correct. J'ai rien à dire, puis ça fonctionne bien. C'est de bon goût. Tableau de bord complètement personnalisable, lui aussi. Il y a beaucoup de menus. On aurait pu en simplifier des menus, mais quand même, regardez, vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Et regardez, depuis qu'on a quitté Montréal, 47,6 km, 9,2 litres au 100. Hein? Si on regarde notre Monroney ici, sur route 9,2, puis on est dans la boucle combinée en ce moment. Donc, en ce moment, on bat la cote, mais on verra. Et pour le reste là, de la planche de bord, l'assemblage est bien. C'est pas les matériaux les plus de qualité. C'est un véhicule qui se vend autour de 59 000 $ de base en version Laredo. On est dans une version de 75 000 $ avec toutes les options, un Limited. Donc, chez d'autres constructeurs à 75 000, on aurait quelque chose d'un petit peu mieux. Mais l'assemblage, la façon que tout ça est assemblé ensemble, c'est correct. Il n'y a pas de sonnette. Donc, OK pour le Grand Cherokee de ce côté-là. C'est vraiment du côté moteur que c'est très différent. Voilà, moteur 2 litres Hurricane 4, tout nouveau moteur là, qui nous arrive en Amérique du Nord, développé par Stellantis, utilisant les technologies qu'ils sont allés chercher là, dans un de leurs produits haut de gamme chez Maserati. On va retourner à l'intérieur du véhicule, puis je vais vous expliquer un peu plus techniquement comment ce moteur-là fonctionne. Essentiellement, son cycle de combustion est complètement différent de ce qu'on verrait là, chez d'autres constructeurs. C'est un moteur 2 litres, 4 cylindres turbo de 324 chevaux et 332 livres-pieds de couple. Donc, c'est assez beaucoup pour un si petit moteur attaché à une transmission 8 vitesses automatique. C'est pour ça qu'on doit aller s'asseoir dans le véhicule et je dois prendre ma tablette et vous expliquer comment que ça se passe sous le capot. Puis je veux vous présenter là, des informations importantes sur la motorisation parce que c'est la raison pourquoi que je l'essaye cette semaine, le Grand Cherokee. C'est parce que le moteur est assez différent. Donc, on va passer à notre écran. Bon, le moteur s'appelle le moteur 4 cylindres Hurricane 4. C'est un moteur 2 litres 4 cylindres turbo. Turbo à géométrie variable d'ailleurs, 324 chevaux, 332 livres-pieds de couple. Qu'est-ce qui est différent dans ce moteur-là? Bien, c'est essentiellement le cycle de combustion. Donc, on utilise le cycle Miller en tout temps, pas le cycle Otto, qui est le cycle normal de combustion des véhicules thermiques depuis 100 ans. Le cycle Miller, qu'est-ce que ça fait en hiver, le cycle Miller? Essentiellement, là, ici, ça, c'est la représentation de votre cylindre là, avec la bougie. Lorsque le piston, avec la bielle, arrive au point le plus bas, habituellement, la valve d'admission va se fermer. Dans le cas du cycle Miller, la valve d'admission va être fermée bien avant que le piston arrive en bas, là, on appelle ça en anglais le top dead center. Essentiellement, ce que ça fait, c'est qu'il y a un peu moins d'air qui entre dans le moteur, mais ce cycle-là favorise l'efficacité. C'est le premier élément là, de la triade que Stellantis a utilisé pour ce moteur-là pour apparemment réduire la consommation de 10% par rapport au moteur. Je pense que c'est le moteur qui s'appelait Tiger Shark, je crois, l'ancien 2 litres qu'on avait dans le Wrangler et autres produits Stellantis dans le 4XE ici. On a l'injection turbulente, l'injection à jet turbulent en fait. C'est quoi ça? Donc, je retourne à mon croquis. Nous sommes dans la chambre de combustion. Vous voyez ma bougie ici. Elle est à l'intérieur là, d'une capsule en cuivre avec des petits trous. Puis là, je vous montre d'autres images officielles de Stellantis à l'écran. Et ce qui est intéressant de ce système-là qui
a été aussi essayé par Mazda puis qui a été aussi essayé par d'autres constructeurs. Ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on injecte du carburant à l'intérieur de la chambre de combustion et le piston va commencer à remonter, on va être dans le cycle de compression, bien, il va y avoir du carburant qui va aller se nicher à l'intérieur de la petite chambre là, en cuivre là, que je viens tout juste de vous présenter. Et là, lorsque le piston sera au haut de sa course, ça va s'enflammer à l'intérieur de cette petite chambre où ça va être très, très, très concentré. Et là, au travers des orifices, il va y avoir plusieurs jets, là, plusieurs flammes. L'explosion va se projeter en flammes. Et ceci favorise énormément la combustion du carburant. Ça va être beaucoup plus égal, ça va être beaucoup plus efficace. Le but ici est d'aller chercher toute l'énergie dans le mélange air-essence là, avec cette nouvelle façon de brûler du carburant. Si l'explosion là, est très, très, très efficace, on est allé chercher toute l'énergie, bien, toute cette énergie chimique-là va être transférée en énergie mécanique dans le piston et vous avez plus de performance. Il est important de noter que cette motorisation a double injection et double bougie. Donc, il y a une autre bougie juste à côté qui n'est pas dans la petite capsule, dans la petite chambre de combustion spéciale. Et il y a un deuxième injecteur là, dans l'admission. Donc, c'est une injection traditionnelle. Fait intéressant lorsque vous êtes à la marche, à l'arrêt, à l'idle, comme on dit en anglais. Ben, c'est seulement l'injection port fuel, l'injection par indirect qui fonctionne beaucoup plus silencieux, beaucoup plus doux. Et aussitôt que le véhicule se met à rouler, bien, on va passer à l'injection directe. Il y a un mix des deux. Et le troisième élément, c'est le turbo à géométrie variable. Et là, mes amis ingénieurs à plus de millage, vous allez me dire, lorsque vous allez me dire, Alexandre, ça, c'est pas comme une turbine hydroélectrique. Oui, c'est exactement comme une turbine hydroélectrique. Donc, on a notre... Là, je suis pas très bon en dessin. Là. Nous avons notre turbo ici. Au lieu d'être seulement un turbo traditionnel et que c'est une seule valve qui gère la pression interne, ben nous avons, là, c'est très intéressant, des directrices tout le tour de l'admission là, de la volute du turbo. Et ce que le véhicule fait en tout temps va faire varier l'angle de ces directrices-là pour justement faire varier le flot d'air. Et ce que ça va permettre aussi, c'est d'optimiser la plage où le turbo va être extrêmement efficace. Parce que souvent, dans des moteurs, surtout des petits moteurs comme ça, des 2 litres, c'est que ça va être très difficile d'aller faire révolutionner le turbo à sa pleine performance rapidement parce que ça prend énormément de débit. Bien, avec les petites directrices, pouvoir optimiser ce flow-là et favoriser, dans le fond, l'énergie qu'on va aller recueillir dans le turbo, on va être capable de mieux compresser cet air. Et plus l'air va être compressé, plus on va pouvoir y injecter du carburant, plus on va pouvoir faire de puissance. Donc, on a 3 technologies qui sont relativement nouvelles. Je vous dirais, turbo à géométrie variable, ça, c'est Porsche qui a commencé avec ça dans les années 80. C'est juste que c'est une technologie qui est rarement utilisée dans les véhicules thermiques. Souvent, les véhicules diesel en Europe, pour vraiment avoir une optimisation totale de la compression de l'air là, pour aller chercher le plus d'énergie. Mais donc, Stellantis mélange 3 grosses technologies ensemble pour avoir un moteur qui est assez moderne et très, très dense en puissance. Là, pensez-y, on a 2 litres puis on a 324 chevaux. On est là, dans le 160 litres, 160 chevaux par litre. C'est assez élevé. Là. Sinon, les autres 2 litres puissants comme ça, c'est Mercedes dans ses voitures compactes 45. Donc, le 2 litres qui a autour de 400 chevaux. C'est quelque chose de ce côté-là. Et on va continuer notre test d'économie d'essence. Là, on va vraiment faire notre section autoroute de ce test. 110 km/h au régulateur de vitesse. Et on va essayer d'être le plus efficace possible. Lorsque nous sommes arrivés à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avions 9,2 litres au 100, donc on faisait la consommation sur autoroute. Là, on vient de se réengager, on est à 9,5, peu importe. On verra lorsque nous serons à la salle le résultat total. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se rend à la frontière américaine, on fait demi-tour, on refait l'autoroute 35 au complet, on embarque sur l'autoroute 10, pont Champlain et nous serons à la salle dans peut-être 1h30, 2h. Ce sera pas trop long. Parlons maintenant du comportement routier du Grand Cherokee. C'est intéressant parce que moi, c'est probablement la première fois que je conduis un Grand Cherokee depuis peut-être plus de 10 ans. Et c'est bien, mais il y a des choses surprenantes avec le Grand Cherokee parce que je trouve que c'est un véhicule... Je m'attendais à quelque chose de très, très, très raffiné, mais ce l'est moins que ce que je m'y attendais. Mais là, je ne vais pas le faire comme une critique parce que de la façon que le véhicule est calibré, j'ai l'impression que c'était intentionnel. J'ai l'impression que Stellantis voulait que ce Grand Cherokee
soit relativement luxueux, relativement silencieux, relativement raffiné, mais conserver un aspect rugueux, un peu agricole, un peu camion pour la clientèle. Parce qu'en réalité, la clientèle, hein, on se rappelle du slogan, un Jeep, c'est un Jeep. Les gens qui aiment les Jeeps, ils veulent avoir quelque chose qu'on se sent en contrôle et on peut aller un peu partout. Peu importe si le véhicule est capable de le faire, le sentiment y est. Et ce que je veux vous dire, c'est que le sentiment de robustesse, capacité aux routes y est. On le sent dans la conduite. C'est beaucoup moins raffiné que je pensais. Le moteur fait une bonne sonorité, relativement bruyant lorsqu'on accélère. Même pour un 4 cylindres, c'est bien. Et c'est pas mal ça. La suspension est quand même assez ferme aussi, mais très confortable. Donc c'est ça, de ce côté-là, c'est bien calibré. Il y a une bonne garde au sol, tout ça. Pour ce qui est du moteur, très puissant. L'accélération, c'est impressionnant. Là, ça accélère en masse. Beaucoup de couple. Par contre, c'est vraiment la calibration de la relation entre la transmission, la pédale d'accélérateur et le moteur lui-même. C'est là, c'est un peu plus difficile. Souvent en ville, il va y avoir des changements. Les changements de vitesse sont très doux. OK? Ils se font très rapidement, mais des fois, le véhicule ne sera peut-être pas dans le bon rapport. Vous allez appuyer, il va rétrograder rapidement, mais là, il va y avoir une explosion de couple et de puissance parce que le moteur est petit, mais très dense en puissance, veut réagir rapidement et ça ne sera pas aussi doux qu'avoir un V6 ou un V8. Et c'est là que je comprends le but de cette motorisation. Je comprends le but noble d'avoir un moteur encore plus puissant, plus efficace. Mais là, on est dans le défaut où la motorisation est petite, le véhicule est gros, le véhicule est lourd, hein, il pèse 2000 kg, peut-être 2300 kg si je ne m'abuse. Je l'écrirai, je le vérifierai. Et on a une petite motorisation que tout ce qu'elle veut, c'est révolutionner pour aller vous donner la puissance nécessaire pour déplacer le véhicule. Et c'est là, puis je ne suis pas le premier à dire ça, que si on avait un V6 turbo, ça serait beaucoup plus smooth. Parce qu'on n'aurait pas besoin de changer de vitesse autant, de changer de rapport de transmission autant. Donc, il y a ce petit défaut-là qui vient avec la nature de ces petites motorisations-là. Le Grand Cherokee n'est pas la seule victime de cette nouvelle stratégie, mais je vous dirais que si je pouvais donner un conseil à Stellantis, c'est que, étant donné qu'on utilise le cycle Miller, je vous le rappelle, le papillon d'admission, le petit volet, le throttle body, comme on dit en anglais, n'est pas toujours relié à la pédale d'accélérateur, justement parce qu'avec le cycle Miller, vu qu'on ferme la valve d'admission plus tôt, on veut réduire aussi là, des pertes parasitaires à l'intérieur de l'admission là, pour être sûr d'avoir le flot d'air le plus efficace possible. Bien, des fois, dans le fond, à très basse vitesse, à petit effort, là, lorsqu'on roule, le papillon d'admission va être ouvert au complet. Vous allez appuyer sur l'accélérateur, pas beaucoup, et c'est juste le véhicule avec le calage variable des soupapes, l'admission, tout ça, puis ça va tout se gérer tout seul. Et donc, il va y avoir des périodes transitoires où est-ce que vous allez appuyer sur l'accélérateur, le véhicule va aller chercher plein de puissance, le throttle body est ouvert au maximum, puis là, wow, il y a beaucoup de puissance, donc vous perdez un peu de douceur. Là. Des fois, c'est saccadé. C'est un peu ça mon point. Mais je suis sûr qu'on peut améliorer la programmation de tout ça pour avoir une expérience beaucoup plus douce. Parce que dans beaucoup de conditions, ce moteur 2 litres est doux et dans le bon rapport, et accélère rapidement, se déménage bien. Puis à la fin, si aujourd'hui là, on a des bons résultats, bien, je pense que ce moteur-là va faire tout son sens, malgré qu'on perd le cachet d'un moteur plus luxueux, d'un moteur plus raffiné, là, d'avoir soit un V8 ou un V6 dans ce véhicule. Pour ce qui est de la direction, c'est un véhicule qui est quand même bien. La maniabilité est bonne, ça reste un gros VUS. Évidemment, il y a beaucoup de tangage, il y a beaucoup de roulis lorsqu'on prend un virage assez sec, mais j'ai trouvé qu'en ville, c'était facile à manier, sur les routes nationales aussi. Et je trouve que globalement, la calibration est bien, mais ça manque de raffinement. Donc, 175 km plus tard, on a ravitaillé encore une fois à la même station Shell. Puis je dis, je vais toujours être précis, c'est toujours la même technique. Lorsque j'ai ravitaillé le véhicule avant de démarrer le test, on remplit le véhicule jusqu'à ce que la pompe s'arrête. On attend 10 secondes pour le liquide
l'essence de stabiliser à l'intérieur du réservoir. Et ensuite, je réappuie jusqu'à ce qu'il s'arrête une deuxième fois. On appelle ça la méthode du 1 clic. Et c'est la même façon que j'ai ravitaillé à la même pompe. Donc, nous avons parcouru 175,5 km et nous avons mis 15,262 litres au 100. Non, excusez-moi. On a mis 15,26 litres dans le réservoir. Ce qui veut dire, et là c'est impressionnant, notre consommation c'est 8,6 litres au 100. 9,1 affiché lorsqu'on a terminé le test, 8,6 calculé. Souvent, c'est l'inverse qui se passe. On affiche plus bas. Lorsqu'on le calcule, on est plus haut. Écoutez, le but aussi, là, puis c'est ça qui est important, c'est pour ça que j'ai utilisé la même méthode pour ravitailler et la même pompe, c'est m'assurer que le volume à l'intérieur du réservoir, tu sais, il est calibré. Donc, à 8,6, je suis relativement impressionné pour un véhicule de cette taille, de ce gabarit, de cette vocation, avec un petit moteur. Fait en gros, est-ce que Stellantis, Jeep a rempli son cahier des charges? Est-ce qu'ils ont rempli l'objectif avec le moteur Hurricane 4? Dans le test d'aujourd'hui, oui. Parce qu'on nous annonce un moteur qui est 10 % plus efficace que le moteur 3,6 litres Pentastar qu'il remplace. Parce que vous comprenez la nouvelle, hein, c'est ce moteur-là remplace le 3,6 Pentastar au fil des années. En tout cas, dans le Grand Cherokee, c'est déjà fait. Et si on retourne au Energuide, Enercan, on voit que sur autoroute, c'est 9,2, 10,4 combinés. Et on a définitivement battu cette métrique dans des conditions qui n'étaient pas idéales. C'était vraiment pas la fin du monde, autour de 6 degrés Celsius, pas de vent. Mais il y avait de la pluie, donc la route était mouillée. Donc il y avait un petit malus de ce côté-là. Donc, ce qui veut dire, et là ça me surprend énormément, ce véhicule, comme certains, bat le test. Donc, lorsqu'ils ont fait le test, le constructeur a vu les résultats et il a fait, regardez, on va être plus conservateur sur ce qu'on affiche. Et dans la réalité, le véhicule est plus économique. Donc, c'est impressionnant. Et là, si nous avions utilisé l'entièreté du carburant dans le réservoir, 87 litres, nous aurions pu faire 1000 km. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas un véhicule avec 1000 km d'autonomie. Règle générale, là, ce que Stellantis dit, c'est que c'est plus autour de 900 km l'autonomie, ce qui fait du sens puisqu'on ne va pas se rendre à la panne sèche. Pourquoi pas? Je suis assez impressionné. Je vous dirais qu'à la fin, moi, je m'attendais à 9,5. Là, on va être un petit peu plus haut. Mais là, on a fait 9,6. Vous comprenez, je l'ai calibré. Donc, félicitations Stellantis. Vous avez rempli votre cahier des charges pour ce qui est de la consommation, la puissance aussi. Là, va rester à voir l'éléphant dans la pièce, la fiabilité, parce que c'est un moteur avec énormément de suralimentation. Moteur qui, oui, a été renforcé, mais tout nouveau, on ne le sait pas. Et généralement, les produits Stellantis, FCA, Chrysler, vous savez, là, on peut reculer là, dans les 30 dernières années. Ça a toujours été difficile, la fiabilité et la qualité. Donc, ça sera à voir. Si vous avez aimé ce test, pensez à vous abonner à la chaîne, peu importe si c'est PDM Extra ou plus de millage. Laissez un commentaire, un like. Et sur ce, on se laisse là-dessus.